Fidèles téléspectateurs d'Africa TV, merci de nous rejoindre. Il fait partie des opérateurs économiques africains qui font bouger le continent par leur dynamisme et le sens de l'innovation. L'Ivoirien Siriki Sangaré, président du conseil d'administration de OPS Holding SA, est notre invité. Monsieur Sangaré, merci d'avoir accepté notre sollicitation. Je vous en prie. Vous êtes porteur d'un ambitieux projet immobilier pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Jeune dandy, technocrate à l'allure dynamique. Qui se cache derrière Siriki Sangaré? Je vous remercie et je suis très heureux que vous vous intéressiez à notre modeste société. Qui se cache derrière Siriki Sangaré? Une très bonne question. Personne ne se cache derrière Siriki Sangaré. Siriki Sangaré, c'est celui que vous avez devant vous. Alors, Siriki Sangaré est président du conseil d'administration de la société OPS Holding, une société spécialisée dans le domaine de la promotion de la construction immobilière, avec une équipe dynamique composée essentiellement de jeunes Ivoiriens. Nous avons décidé de nous fixer comme objectif une vision toute particulière, c'est-à-dire relever le défi du logement et du déficit de logement en Côte d'Ivoire, qui évidemment se chiffre à près de 400 000 logements de déficit, avec un déficit structurel de 40 à 50 000 logements par an. Voilà. Alors justement, la question qu'on peut se poser, vous parlez de la crise du logement, 400 à 450 000 de logements de déficit. Quels sont vos atouts aujourd'hui pour relever ce défi? Alors déjà, nos atouts sont simples. Une bonne équipe. Nous avons au sein de notre équipe toutes les structures qui sont représentées. C'est-à-dire que nous avons des jeunes architectes, nous avons des jeunes urbanistes, nous avons des jeunes ingénieurs en VRD, et nous avons un service de communication efficace pour pouvoir expliquer quand même tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'avec la capacité que nous avons des atouts majeurs, c'est-à-dire à savoir la nouvelle technologie que nous avons étudiée pendant près de 10 ans. On s'est dit que ça peut profiter quand même à la Côte d'Ivoire et pourquoi pas à l'Afrique tout entière. Il y a eu beaucoup de promotions immobilières depuis 1960 qui n'ont pas résolu forcément la question du logement, la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que OPS Holding apporte de nouveau? En matière de logement, il ne s'agit pas simplement de la société qui réalise le logement. On a la capacité de le faire, je ne suis pas le seul, je sais qu'il y a beaucoup de compétences dans ce domaine. Mais il y avait un problème de structuration de la filière. C'est-à-dire tout simplement qu'il fallait mettre en place un cadre institutionnel vraiment adéquat. Il fallait préserver en fait un certain nombre de choses par rapport aux souscripteurs. Et il fallait réglementer, comme on appelle, la filière de la promotion immobilière. Alors je vous explique. En Côte d'Ivoire, évidemment, ce que je connais le mieux, il y a eu beaucoup d'opérations qui n'ont pas pu aboutir, tout simplement parce que certains promoteurs avaient même mal compris la structuration financière d'une opération immobilière. Parce qu'une opération immobilière, comme tout autre business, il faut structurer le financement. Alors, il y a ce qu'on appelle dans notre métier deux types de crédits. Il y a le crédit acquéreur et le crédit promoteur. Un opérateur dans notre domaine se doit d'abord d'avoir la capacité financière, au-delà de la capacité technique, pour pouvoir réaliser toute une opération immobilière. Parce que dans une opération immobilière, c'est une chaîne de bout en bout. C'est-à-dire que l'acquisition foncière, jusqu'à la livraison des logements, il y a beaucoup de choses. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez un peu, pour savoir un peu pourquoi il ne faut pas mélanger les deux types de financement et que le financement doit être vraiment structuré. Alors, lorsque nous lançons une opération immobilière, premièrement, il faut d'abord la phase commerciale, soutenue évidemment par une communication très intéressante. Et deuxièmement, il faut l'acquisition du terrain. Ça, c'est le foncier et c'est le plus important. Alors, le problème du foncier en Côte d'Ivoire avait des petits problèmes par rapport à la réglementation. Il y avait la purge des droits coutumiers qu'il fallait quand même réglementer de sorte pour éviter les fluctuations et les enchères par rapport au terrain. Bon, je pense que lorsque nous avons commencé cette opération-là, il a été mis en place un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'un décret qui permettait quand même de sécuriser déjà le foncier.
Donc il y a eu la réduction du temps de paperasse, parce que entre l'achat d'un terrain et l'acquisition réelle du terrain, c'est-à-dire avoir tous les titres du terrain, ça mettait un temps vraiment énorme. Donc ça empêchait, si vous voulez, les promoteurs de pouvoir hypothéquer leur terrain et avoir un crédit en face. Bon. Deuxièmement, il fallait mettre en place un certain nombre de procédures pour faciliter le paiement de ces terrains-là auprès des chefs coutumiers. C'est ce qu'on appelle la purge des droits coutumiers. Donc il a dû faire une communication au Conseil des ministres qui a permis à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place, après un décret évidemment signé par le chef de l'État, une procédure d'acquisition de terrain. Où les terrains en Côte d'Ivoire, pour la purge des droits coutumiers, Abidjan et banlieue s'élève à 2000 francs et à l'intérieur du pays 1500. Et par la suite, il faut, lorsqu'on a acquis le terrain, il faut maintenant passer à l'étude du terrain. Cette étude-là consiste en fait à faire l'urbanisation du terrain. Lorsque nous finissons toutes les démarches administratives, qu'on a notre titre de propriété, qui était avant très difficile à obtenir, on appelait ça le titre foncier, il y avait tout un mécanisme très complexe. Donc l'État, pour donner en fait un coup de main aux opérateurs, a mis en place un système plus réduit. Donc on obtient, comme on appelle maintenant, les ACD. Bon, ces ACD ils remplacent en fait les titres fonciers. Bon, à partir de l'instant où on est propriétaire du terrain, on démarre les travaux. Et dans un premier temps, il faut faire les études. Il faut faire les études parce que ce sont des études qui permettent de déterminer la nature réelle du terrain. Ça nous permet de déterminer le nombre exact de logements qu'il faut construire et ça nous permet de faire, comme on appelle, une exécution réelle de VRD, selon les normes et réglementations en vigueur, bien entendu, parce qu'il faut des espaces verts, il faut un groupe scolaire en fonction du nombre d'habitants, il faut des dispensaires, ainsi de suite, des supermarchés. Il faut créer un cadre de vie vraiment adéquat. C'est ça l'opération immobilière, hein, ce n'est pas loger les gens pour les loger. Bon. Et créer un habitat vraiment type moderne. Bon. Une fois que ça c'est fait, et que l'étude nous détermine en fait tout ce qu'il faut faire, l'exécution de VRD rentre en jeu, ce qui permet de faire les assainissements. Les assainissements, c'est-à-dire qu'il faut faire le drainage en eau pluviale, mettre les caniveaux, je ne sais pas, vous voyez un peu les caniveaux. Il faut mettre des tuyaux pour pouvoir canaliser tout ce qui est eau usée, tout ce qui est eau vanne. Et après, il faut mettre encore des tuyaux pour les adductions en eau potable. Une fois que ça c'est fait, si le terrain est bien étudié et qu'on exécute très bien, maintenant on passe à la construction de ce logement-là. Maintenant, entre-temps, les clients qui sont inscrits, que nous appelons nous les souscripteurs, on ouvre un compte séquestre. Et ce compte séquestre-là permet l'approvisionnement, comme on appelle, en argent bien sûr, mais ce sont des dépôts des clients. Ces dépôts doivent être sécurisés, ce qui ne se faisait pas avant. Et il y a des promoteurs qui utilisaient ces dépôts-là pour construire, pour travailler. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes de structuration de financement. Nous, on a dit, c'est pas bon. On a dit, bon, il fallait revoir le cadre institutionnel, voyez-vous, de ces genres d'opérations-là. Et en général, même les opérations immobilières. Premièrement, sélectionner et donner des agréments à des promoteurs qui ont une capacité financière réelle pour financer une opération immobilière. Bon, le minimum, sur 3 ans, c'est 3000 logements. Deuxièmement, créer un compte séquestre par promoteur où le ministère de tutelle suit les décaissements en fonction de la capacité d'avancement du promoteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le promoteur remet la clé au souscripteur, l'apport du souscripteur, qui peut être 10, 20% ou 30%, ça dépend de sa capacité, est décaissé en faveur du promoteur à la remise de la clé et le solde est payé par le souscripteur qui devient client, soit par voie bancaire ou par une autre voie qu'il juge utile, ça peut être au comptant. Vous êtes en train de peindre une situation qui me permet de revenir sur le bilan même du lancement
de ces opérations pour les logements sociaux. Fin mars 2013, le gouvernement ivoirien a lancé en grande pompe cette opération. Avez-vous l'impression finalement que les gens n'ont pas compris la communication gouvernementale ou quel est le constat que vous faites aujourd'hui, quelques années après ce lancement? Aujourd'hui, il faut que les souscripteurs, il faut que tous ceux qui nous écoutent et qui regardent sachent qu'il n'y a pas de location-vente. Ce n'est même pas possible. Et l'État subventionne, tant bien que mal, une partie du programme, c'est-à-dire en exonérant les promoteurs la TVA sur certains matériaux. Lorsque nous recevons les souscripteurs, on leur dit clairement, est-ce que vous avez une possibilité de paiement par voie bancaire? Si c'est oui, on monte le dossier va à la banque et la banque du client nous donne un accord, soit par écrit, soit donne automatiquement l'accord de crédit. Mais la banque s'engage pour le client avant que nous avancions. Ou le client nous dit, bon, moi, je peux payer au comptant. Il n'y a pas de problème. Il nous donne, comme on appelle, les garanties nécessaires pour que nous fassions les maisons. Et à la fin de la construction, à la remise de la clé, nous sommes payés. Voilà la réalité. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans le secteur informel. Il est très difficile pour eux d'avoir un compte à la banque. Ils n'y croient même pas trop. Et c'est vrai que les banquiers aussi ont du mal à financer l'opération parce que les taux sont élevés. Sur ce sujet, l'État aussi a fait des promesses. A fait des promesses et ces promesses, c'est de pouvoir permettre aux banquiers de refinancer des acquéreurs à un taux de 5%. Je crois que c'est en cours, mais pour l'instant, nous fonctionnons normalement. Je souhaite que vous donniez une réponse pas du tout diplomatique sur cette question. Est-ce que, objectivement, après toutes ces crises que la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays africains ont connues, est-ce qu'on peut parler de logements sociaux, de logements économiques? Est-ce que ce n'est pas une propagande politique finalement? Non, vous savez, dans ma vie, j'ai toujours été indépendant. Je dis les choses comme c'est. Parce que ma carrière même a été toujours une carrière indépendante. Vous voyez un peu, c'est pour ça que j'ai jamais voulu travailler dans la fonction publique, pour être indépendant et travailler. Aujourd'hui, on peut parler de logements socio-économiques en comparant par rapport aux autres opérations que nous avons vues. Moi, j'explique tout simplement que l'État, aujourd'hui, n'a pas pu communiquer sur le terme socio-économique. Vous voyez un peu, logement socio-économique. Par contre, où je peux dire, on parle de logement socio-économique, c'est que l'État a quand même imposé que les logements qui sont sociaux partent de 5 à 10 millions. Et ces logements de 10 millions que vous allez voir aujourd'hui, c'est des logements qui se vendaient il y a quelques années à 25 millions. Vous voyez un peu. Le caractère social peut se retrouver là. Et l'État justifie cet intervalle de prix-là par simplement les subventions, où je disais il y avait les exonérations de TVA, tout ça, et le coût du foncier qui a diminué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans cette opération, on paye les droits coutumiers que je disais tantôt, 2000 francs. Donc ça permet à l'opérateur de respecter en fait la fourchette de prix qui est fixée. Donc les logements sociaux de 5 à 10 et les logements économiques de 10 à 15. Mais par contre, je ne vais pas parler de propagande, par contre où l'État a surcommuniqué. C'est normal. La politique ne peut pas se faire sans, comme on appelle, casser les œufs. L'État a dit, nous allons faire des logements socio-économiques. La population en masse, parce qu'on a dit on va loger le maximum d'étudiants. Bon, les gens ont compris ce qu'ils ont envie de comprendre. Et l'État, évidemment, a dit, bon, nous allons vous permettre d'avoir chacun des maisons. Moi, je reste dans le cadre socio-économique en me limitant sur les prix. Mais dans le mécanisme de livraison de ces maisons-là, on rentre dans un cadre normal. Donc c'est un peu difficile. Le cadre institutionnel a été déblayé par l'État ivoirien. Vous avez des garanties aujourd'hui. Où en êtes-vous avec cette opération qui est un grand chantier? Les équipes d'Africa TV ont visité il y a quelques jours le chantier de Bingerville. Où en êtes-vous avec OPES 1 à Bingerville?
Déjà, vous avez dit OPES 1, c'est qu'il y a l'autre OPES. Vous n'avez pas le temps de visiter à Boisseau. À Boisseau. Ah, mais bon, ça me sera tardé. Vous avez vu, nous sommes restés dans un cadre très professionnel. Hein. Pour nous, comme je vous ai expliqué, une opération immobilière doit commencer par la réalisation de VRD, voirie, réseau et divers. Voirie, il faut sortir les routes, il faut faire des bitumes, il faut, comme on appelle, sortir, comme on appelle les ruelles. Et les réseaux, c'est ce que vous avez vu. Je pense que vous avez vu tout ce qui était début d'électrification du site. Et après, nous avons mis en place aussi tout ce qui était assainissement de la zone. Donc aujourd'hui, nous avons fait notre rôle, c'est ce qu'on appelle les VRD secondaires, in-site. On attend que l'État fasse son travail, c'est-à-dire les VRD primaires, pour l'amener d'eau et l'amener d'électricité, jusqu'à l'entrée de notre site. Donc aujourd'hui, pour parler pragmatique, la cité aujourd'hui au PES, on a réalisé tout ce qui était VRD secondaire. On est en train de finir, je pense la semaine prochaine, tout ce qui est fondation. Il y aura 482 logements, les fondations sont prêtes. Et à partir de la fin de cette semaine, nous commençons à faire le montage de la production massive des logements avec une technologie spéciale que nous avons parce qu'il est très difficile, très difficile de réaliser un programme de logements sociaux en masse en faisant du classique, c'est-à-dire taper les briques, les monter, tout ça. Donc il fallait qu'on réfléchisse quand même à une certaine technologie. Donc là, déjà, à partir du mois de janvier, on pourra livrer les premières maisons. On va vous inviter d'ailleurs. Justement, vous êtes maître dans l'innovation, dans la technologie. De quoi s'agit-il quand on parle de l'arrivage de panneaux IPS? J'espère que je prononce bien le terme. EPS. EPS. De quoi s'agit-il exactement? Ce sont les panneaux expansibles. Ce sont des panneaux, c'est en polystyrène. C'est en polystyrène. Et ce sont des panneaux qui remplacent en fait les briques. Hein, donc, on met les panneaux et on fait une projection de ciment sur ces panneaux-là. Et ces panneaux deviennent en même temps du béton armé. Donc, ça remplace les agglos, comme on appelait avant. Et après, la construction continue. Mais la rapidité est de mise par rapport à ces panneaux-là. Et c'est des panneaux qui ne sont pas lourds. Hein. Il suffit de les prendre, de les poser. On fait une projection de ciment là-dessus. On obtient facilement des murs tout droits. Et ce sont des panneaux qui sont, comme on appelle, qui deviennent du béton armé. Et toute la maison, en fait, devient mur porteur. Donc, c'est très solide. Vous comprenez? Mais le montage est très rapide. Alors, à Boisseau, Bingerville, c'est des reliefs un peu accidentés. Est-ce que le choix a été stratégique? Par expérience, je me dis que ce n'est pas forcément les terrains les plus plats qui sont les terrains intéressants. Hein. C'est ce que les gens comprennent. Vous avez vu, sinon on n'aurait jamais construit à Monaco. Et puis, pour un architecte ou pour quelqu'un qui veut construire, les terrains soi-disant accidentés sont plus faciles à aménager que souvent des terrains très plats. Il suffit simplement de faire des études, comme je vous ai dit. Lorsqu'on fait une étude d'un terrain, on se rend compte que la pente qui était très importante peut nous permettre, par exemple, de drainer facilement l'eau par rapport à un terrain plat où il faut créer une pente. Donc, les études nous montrent qu'en réalité, quand on prend un terrain en griffe accidentée, il suffit simplement de bien étudier le terrain et bien cerner le terrain pour le faire. Donc, ce n'est pas plus compliqué de travailler à Bingerville ou à Boisseau que de travailler sur un terrain plat à Korogo, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un problème. Mais l'État et nous sommes tombés d'accord quand même sur un ratio de proportionnalité par rapport au logement socio-économique et les standings. C'est-à-dire que sur le même site, vous trouverez des logements socio-économiques et des logements standing. Proportion 60% pour le logement socio-économique et 40% pour le logement standing, pour essayer quand même de rattraper. Ce n'est pas le terrain qui est un problème pour le logement socio-économique. L'opérateur ne gagne pas beaucoup d'argent sur les logements socio-économiques, tout simplement parce que c'est au niveau de la construction. Hein. Parce que sortir une maison à 5 millions ou 6 millions, c'est très difficile que de sortir une maison à 100 millions. Vous comprenez? Donc le terrain lui-même n'est pas un problème en tant que tel quand on fait bien ses études. Je reviens là-dessus, pour éviter les inondations et tout ça. Voilà. Je vous propose de terminer cet entretien sur les perspectives. De nombreux décideurs africains sont à l'écoute.
Je voudrais savoir quel est le message que vous voulez donner à ces décideurs africains, surtout que l'objectif de OPES, c'est d'exporter justement l'expertise qui est en train, ou l'échantillon de révolution que vous êtes en train de construire à Bingerville. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils fassent confiance à la jeunesse ivoirienne. Leur rôle, c'est de permettre à la jeunesse ivoirienne de développer, comme on appelle notre continent, tout en ne comptant pas sur l'extérieur. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui va venir développer notre continent, bien au contraire. Si nous sommes développés, ça n'arrange pas l'extérieur. Vous comprenez un peu? Il faut toujours que nous soyons dans un système de demandeurs. Or, aujourd'hui, pour éviter la fuite des cerveaux, parce que la fuite des cerveaux, ça a été un sujet pendant beaucoup d'années. Je suis très content d'ailleurs que vous-même, vous veniez ici pour faire ces émissions-là, ces émissions qui n'étaient pas très faciles au départ, parce que c'était, pour nous, quand on voyait la télé avant, c'était pas possible. Donc vous avez cru aussi en vous, et dans votre domaine, vous avez compris que vous avez la capacité aussi de communiquer pour le continent. Africa TV, je pense que c'est très bien. Alors, donc, si nos chefs d'État mettent à la disposition, pas des moyens financiers, ça ne nous intéresse pas. Simplement, créer une sécurisation réelle de nos affaires, créer, comme on appelle, des cadres institutionnels vraiment adéquats, mettre en place des règles démocratiques, des règles, comme on appelle, que tout le monde respecte. Nous pouvons compter sur nous-mêmes. Nous pouvons relever le défi, comme je disais, de notre avenir. Nous n'avons pas besoin, comme on appelle, sur tous les plans, de faire appel à des experts internationaux. Je m'explique. Moi, je suis, comme on appelle, un ingénieur en génie électrique. Je suis un ingénieur en génie électrique. Je fais mes études ici en Côte d'Ivoire. Je termine à l'INSET de Yamoussoukro. Je suis rentré dans la vie active, je me suis débattu, j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je me dis que l'Afrique a besoin de nous. Alors, je me dis aussi que pour pouvoir convaincre tout le monde, il faut que, à mon niveau, j'arrive à me battre pour mettre en place ce que je suis en train de mettre en place et exporter dans d'autres pays africains. Pas que en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, bien entendu, j'ai des amis au Gabon, au Cameroun, tout ça, pour qu'ils comprennent que la coopération sud-sud va nous rapporter plus que la coopération nord-sud. Nous avons tout en Afrique. Les panneaux dont on parle, c'est en polystyrène, la matière première, c'est ici. Je vous ai parlé tantôt de cacao, c'est ici, la matière première. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur. En Afrique centrale, vous avez, on peut parler de richesses qu'on a, comme on appelle au Congo. J'en passe. On est le berceau de l'humanité. Bon. Quand je regarde autour de moi, je vois des grands travaux qui se réalisent dans mon pays, en Côte d'Ivoire et même ailleurs. Je vois, par exemple, des marchés qui sont attribués à des grands groupes français ou des grands groupes américains. Je comprends tout à fait, parce que les montages financiers sont faits en fonction de ça. Mais quand je vais sur ces chantiers-là, qui je vois travailler? C'est des locaux qui travaillent. L'expertise est là. Alors, donc, on demande à nos chefs d'État, à nos décideurs de nous faire confiance, de nous épauler, afin que nous puissions relever ensemble le défi de l'émergence qu'eux souhaitent tant, et en temps et en heure. Ce sera le dernier virage de cet entretien. Des milliers de souscripteurs vous suivent. Certains hésitent, d'autres veulent des assurances, des garanties. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Les souscripteurs qui ont fait confiance à OPSOD, je crois qu'il y a quand même à peu près 2000 qui sont sur la liste. Il y en a qui sont sur la liste d'attente. Au départ, ils ont hésité par rapport à la communication qui n'avait pas été comprise. Aujourd'hui, tout souscripteur qui est intéressé par des logements socio-économiques et même standing, il n'y a pas de blocage. Parce qu'au départ, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait quand même un critère de choix par rapport, il fallait être ivoirien, il fallait être ivoirien de père ou de mère. Il fallait aussi, comme on appelle, ne pas avoir plus de 400 000 francs de revenus mensuels pour le couple et ne pas avoir une autre propriété. Bon. On a compris que c'était très difficile
Donc les conditions ont été allégées. Ivoirien ou pas ivoirien, il suffit de vivre en Côte d'Ivoire, on a droit à un logement. Que c'est vrai qu'ils ont hésité. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les opérations, en tout cas avec OPES, c'est une réalité. On les invite à aller visiter notre cité OPES 1. Ils peuvent aller le faire sans problème. Ils comprendront que ceux qui nous ont fait confiance seront logés, comme on appelle, à partir de janvier. Et on leur dit de continuer à nous faire confiance. Et ceux qui n'avaient pas encore compris, notre porte est ouverte. On est toujours prêt pour satisfaire ceux qui nous font confiance. Siriki Sangaré, merci pour votre sollicitude. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous recevions dans le cadre de l'invité d'Africa TV, Siriki Sangaré, le président du conseil d'administration de OPES Holding. Et je vous laisse avec cette formule iconoclaste. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. À très vite sur Africa TV.